François Villeroy de Galhau. Bonjour, Salia Braclia et Jérôme Chépin. Bonjour. Vous êtes à la tête de la Banque de France. Vous êtes l'un des seuls en France à avoir une vision globale de notre économie. Ces 2 dernières années ont été marquées par une forte inflation qui a lourdement impacté le portefeuille des Français. Est-ce qu'on va bientôt voir le bout du tunnel ? Alors l'inflation, c'est la première préoccupation des Français, bien sûr. Et là, nous avons des bonnes nouvelles, c'est que nous sommes en train de gagner la bataille contre l'inflation. Peut-être pour situer les chiffres, si vous vous rappelez, il y a un an, on était au plus haut de l'inflation, on était à 7% en France. Aujourd'hui, on est redescendu à 3%. Et ce que je veux dire ce matin, c'est que nous allons ramener l'inflation à 2% d'ici l'an prochain. Pourquoi 2% ? C'est notre objectif. Et ça, ce n'est pas seulement une prévision de la Banque de France. Moi, je dirais ce matin que, sauf surprise, c'est un engagement. Alors, bien sûr, la perception de ceux et celles qui nous écoutent est un peu différente. Le ressenti peut être différent, effectivement. Voilà. Oui, parce que je crois qu'il y a un effet retard, et ça, c'est normal. Et puis, les Français, nous tous, nous sommes plus sensibles à ce que nous achetons le plus souvent, c'est-à-dire l'énergie et puis les produits alimentaires. Et là, l'inflation était un peu plus forte, et même nettement plus forte que la moyenne. Pour l'alimentaire, sur l'alimentation, c'était à 2 chiffres il y a un an, autour de 15%. Là aussi, les choses vont dans le bon sens. L'alimentation, c'est un peu supérieur à la moyenne de 3%. On est à 3,5% aujourd'hui. Les produits frais étant pratiquement à inflation zéro. Voilà, donc je crois que les choses vont dans le très bon sens. Alors, ça ne veut pas dire... Et ça aussi, je crois que ça peut être une question des auditeurs, ça ne veut pas dire que les prix reviennent à leur niveau de 2 ou 3 ans. C'est le ralentissement de la hausse des prix. Cesse d'augmenter. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de retour arrière sur les prix ? Parce qu'il n'y a pas non plus de retour arrière sur les retraites, les salaires, etc., qui ont augmenté pendant ce temps-là. Mais je crois sur l'inflation, vraiment, la victoire est en vue. Quand vous parlez d'effet retard, on aura dans les magasins, dans les supermarchés, un effet visible de cette baisse de l'inflation à partir de cet été, de cet automne ? Je crois qu'on l'a déjà. Quand je disais effet retard, c'est dans la perception. Mais si vous prenez les produits alimentaires, qui sont très sensibles, je vais prendre une catégorie qui sont les produits frais, souvent. Oui. Les produits frais, on est pratiquement à zéro d'inflation. Là, dans la dernière mesure de l'INSEE, sur les 12 derniers mois, on est à 0,5% d'augmentation. Mais voilà, les choses vont dans le très bon sens. Nous restons, nous, Banque de France, Banque Centrale Européenne, très vigilants jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'aux 2%. On est surpris de votre assurance ce matin, François Villeroy de Galhau, parce que par exemple hier, l'inflation aux États-Unis, elle a quand même légèrement rebondi en février pour se monter de nouveau à 3,2% sur un an. Oui, alors je crois que je ne vais pas trop commenter la situation de l'autre côté de l'Atlantique, mais vous savez, les marchés financiers scrutent toujours à 0,1% près. Aux États-Unis aussi, on voit la même tendance. Il y avait une inflation autour de 8, elle est revenue, vous venez de le dire, autour de 3. Bon, maintenant, c'est à la Fédérale Réserve, la Banque centrale américaine, d'en tirer les conséquences. Moi, je sais les conséquences que nous devrions en tirer, nous, Banque centrale européenne. C'est probablement de baisser les taux au printemps. Et je rappelle qu'en France et en Europe, le printemps, c'est une saison qui dure d'avril jusqu'au 21 juin. Ça veut dire que ça peut c'est les taux qui intervenir à partir du mois d'avril. Voilà, et peut-être plus probablement au mois de juin, mais nous verrons, nous sommes très pragmatiques. Moi, j'ai toujours plaidé le pragmatisme, donc nous verrons selon les données. Alors, c'est les taux qui dépendent de la Banque centrale, c'est-à-dire les taux d'intérêt à court terme, mais ils sont d'ailleurs, au passage, plus bas en Europe que les États-Unis. C'est 4% en Europe. Les Américains, ils ont dû remonter à 5,5 pour combattre leur inflation. Mais ils ont des conséquences sur d'autres taux d'intérêt. Par exemple, si on va à la banque pour emprunter pour acheter un appartement, ou pour un crédit consommation, donc, pour acheter une voiture. Ça veut dire que cette désinflation qui est en cours, ça a 2 bonnes nouvelles pour soutenir l'économie. La première, c'est que ça fait plus de pouvoir d'achat et donc plus de consommation. Puis la seconde, c'est que ça va nous conduire, nous, à baisser les taux d'intérêt, ce qui facilitera l'investissement des ménages comme des entreprises. Justement, en parlant d'investissement, on traverse depuis plusieurs mois maintenant une crise immobilière. Si je résume la situation, c'est des taux trop hauts, des prix qui ne baissent pas assez et un gros manque de construction. Que faudrait-il pour que la situation, pour qu'on sorte de cette crise dans ce secteur ? Alors, c'est vrai que le secteur de l'immobilier, du logement, c'est probablement celui qui est le plus sensible au taux d'intérêt. Donc, au passage, quand les taux d'intérêt étaient très bas, jusqu'à début 2022, c'était un secteur qui allait très bien.
Il ne faut pas oublier ça. Mais aujourd'hui, c'est un secteur qui souffre plus. Alors, particulièrement pour la construction neuve, ce qu'on appelle le gros œuvre. Par contre, tout ce qui est la rénovation de bâtiments existants, de logements, elle continue à bien résister dans nos analyses économiques. Alors, la production de crédit immobilier, elle est tombée à un niveau très bas. Il faut bien dire que les derniers chiffres sont un peu décevants, un peu en dessous de 8 milliards d'euros. Mais je crois que ça n'est plus aujourd'hui un problème d'offre de crédit de la part des banques. Les banques se sont remises en position de faire des crédits immobiliers. Je le dis parce qu'il y a eu ce doute. Il y a plusieurs Français, parmi les Français qui nous écoutent. Il y a peut-être encore cette question sur les banques qui ne prêtent plus. Je crois vraiment qu'il faut aller tester son banquier. Et d'ailleurs, si jamais on a un refus, nous avons demandé aux banques de mettre en place une procédure de réexamen. Mais ils prêtent, mais à quelles conditions? C'est-à-dire les taux restent quand même très élevés. J'y viens, Marc Léa. C'est là que je crois qu'il y a aujourd'hui des conditions plus favorables. D'abord, les taux commencent à se stabiliser. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, nous avons assoupli ce qu'on appelle les critères HCSF au Conseil de stabilité financière. On les a assouplis de façon raisonnable parce que ces critères, ils servent à une chose très importante, c'est éviter le surendettement des emprunteurs, des Français. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de problème, de difficulté du côté de l'offre de crédit. Ce qui se passe, c'est que par contre, la demande, les Français eux-mêmes, reste assez attentiste, c'est vrai, sur le projet. Mais ça ne va pas s'arranger parce que vous nous dites, dans quelques semaines ou dans quelques mois, les taux d'intérêt vont baisser. Donc ça, je me mets à la place des Français qui attendent et qui disent, j'ai plutôt intérêt à attendre pour acheter parce que les taux d'intérêt seront plus intéressants dans quelques mois. D'abord, sur les taux, j'ai parlé plutôt de stabilisation sur les taux de l'immobilier. C'est ça la tendance que nous voyons aujourd'hui. Il peut y avoir la question du prix des logements que vous citiez, mais sur lequel on commence à voir la baisse. Après, un projet immobilier, ça se décide aussi selon des variables personnelles. Oui. Quel est mon projet familial et autres? Ça ne se décide pas que sur les taux d'intérêt. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a des conditions qui redeviennent plus favorables. Et juste François Villeroy de Galhau, parce que tout à l'heure, vous disiez les prix. Pardon, si vous me permettez. Allez-y, une petite précision alors. Si vous me permettez, juste sur le logement, je crois qu'il y a des choses aussi qui ne tiennent pas au financement et au crédit. Il y a des normes, il y a des problèmes d'offres foncières. Oui. Quand le Premier ministre a parlé là-dessus de simplifier, de débureaucratiser, je ne suis pas un spécialiste du secteur, mais je crois que là, il y a vraiment du grain à moudre. Juste, donc, parce que vous en parliez juste sur les prix du moins l'inflation qui baisse, mais ça ne veut pas dire forcément des prix qui vont baisser eux-mêmes. Il y a les syndicats, les partis de gauche qui disent face à l'inflation, il faudrait réfléchir à l'indexation des salaires sur l'inflation justement. Le gouvernement la refuse en justifiant que cela créerait une boucle inflationniste prix-salaire. Est-ce que c'est votre crainte aussi? Est-ce qu'il ne faut pas aller dans cette direction? Je crois que la question des salaires est très importante. En France, nous avons un salaire très important qui est indexé, garanti contre l'inflation, c'est le SMIC. Oui. Et ça, je crois que sur le plan de la cohésion sociale, en faveur des plus défavorisés des salariés, c'est une très bonne chose. Pour les autres salaires, ils sont laissés à la négociation dans l'entreprise ou dans la branche. Et ça, je crois aussi que c'est bien de garder une approche décentralisée, parce qu'effectivement, si tout était indexé, là, ça veut dire que les salaires augmentent, les prix réaugmentent, etc. C'est la spirale dont vous parliez. Quelle est la situation sur les salaires en moyenne? Je veux dire des moyennes, puisque ça dépend des entreprises. Mais on avait l'an dernier une augmentation en moyenne des salaires d'un peu plus de 4%. L'an dernier, c'était moins que l'inflation, parce que l'inflation était à plus de 5%. Alors cette année, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que les salaires, dans nos prévisions, vont décélérer à un peu plus de 3% en moyenne, mais l'inflation va baisser encore plus. Ça veut dire que les Français vont gagner du pouvoir d'achat. L'inflation devrait être à 2,5%, donc il y a du pouvoir d'achat des salaires cette année et encore plus l'année prochaine et les années suivantes. C'est pour ça que nous faisons une prévision de reprise de l'économie. Alors on va parler justement de ces prévisions sur la croissance juste après le Fil Info, François Villeroy de Galhau. Pour le moment, il est 8h41, Fil Info avec Mathilde Romagnan. Nous n'abandonnerons pas, assure ce matin l'opposant russe Leonid Volkov. L'ex-bras droit d'Alexeï Navalny a été agressé devant chez lui à Vilnius, en Lituanie, où il est en exil. Il a été frappé avec un marteau, une agression typique selon lui du mode opératoire des hommes de main du président russe Vladimir Poutine. Emmanuel Macron s'exprimera demain soir sur l'Ukraine dans le journal de 20h de TF1 et France 2. Hier, l'Assemblée nationale a voté en faveur de la stratégie française d'aide à l'Ukraine, et ce malgré l'abstention du
RN et du vote contre de LFI. Vous pouvez prendre vos billets de train pour les vacances d'été dès ce matin. La SNCF met en vente 30 millions de billets de TGV Ouigo Intercité avec 400 000 places de TGV en plus en prévision des Jeux Olympiques de Paris. Un siècle au service de la France. La réaction ce matin de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, à l'annonce de la mort de l'amiral Philippe de Gaulle. Le fils du général de Gaulle avait 102 ans. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, invité du 8-30. Le gouvernement avait prévu une croissance d'1,4% pour 2024 quand il a construit son budget. Ce sera finalement moins 0,8% selon les prévisions que vous avez publiées hier soir. Comment est-ce que c'est possible de se tromper autant ? Ça, c'est une question qu'il faut poser au gouvernement. La Banque de France est indépendante et fait ses prévisions à partir de nos analyses de terrain aussi. Nous venons de faire, comme chaque mois, une enquête auprès de 8500 entrepreneurs dans tous les territoires. C'est les hommes et les femmes de la Banque de France qui font ça. On a vraiment les pieds dans les régions et les départements. Le gouvernement, depuis, a corrigé sa prévision à 1%. Je crois que c'était indispensable. Donc vous êtes un peu en dessous. Aujourd'hui, nous sommes à 0,8%, le gouvernement à 1%. Ouais, c'est pas rien, parce qu'à chaque fois, on regardait ce matin, c'est à peu près 5 milliards à chaque fois qu'il y a 0,1 point. Je crois qu'il faut savoir rester modeste en matière de prévision. Nous sommes au mois de mars, au 3e mois seulement de l'année. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Donc c'est la marge d'incertitude. Alors, pour nous avons presque maintenu notre prévision. On était à 0,9, on descend à 0,8. Pourquoi est-ce qu'on descend à 0,8 ? Ça, c'est vraiment un effet mécanique de la photo à l'entrée de l'année, ce qu'on appelle, les économistes appellent l'acquis de croissance, parce qu'il se trouve que la croissance fin 2023 avait été un peu plus faible que prévu. Nous prévoyons sur ce trimestre, avec notre enquête de terrain, 0,2% de croissance. Donc il y a une certaine résilience de l'économie française. Maintenant, il ne faut pas se raconter l'histoire. L'économie française a beaucoup ralenti depuis l'invasion russe en Ukraine. Il y a un coût économique de cette invasion que nous constatons. Est-ce qu'on s'en sort mieux que d'autres pays européens ? À quel niveau on se situe, nous ? Alors, aujourd'hui, nous sortons mieux. Quand je dis aujourd'hui, c'est sur 2023 comme sur 2024. Nous sortons nettement mieux que l'Allemagne, qui est à croissance zéro, voire légèrement négative. Et nous faisons sur 2023 comme sur 2024 un peu mieux que la moyenne européenne. Bon, ce n'est pas un écart énorme. La tendance générale, je crois qu'elle est importante, en France comme en Europe, c'est que nous voyons une accélération assez sensible de la croissance en 2025 et 2026, les 2 prochaines années. Pourquoi ? À cause de cette désinflation dont nous parlions. C'est-à-dire quand il y a du pouvoir d'achat dans l'économie et quand il y a de la baisse des taux, c'est un élément favorable pour la machine économique. Je vous posais la question de savoir si on s'en sort mieux que les autres, parce que depuis plusieurs semaines maintenant, on entend parler d'économie. Bruno Le Maire, quand il prend la parole, le ministre de l'économie, il parle que d'économie. 10 milliards cette année, 20 l'année prochaine. Le gouvernement cherche partout des économies. Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, dit carrément qu'il faudra baisser les dépenses de 50 milliards d'euros par an d'ici 2027. C'est sans précédent dans l'histoire récente. Vous êtes d'accord avec lui ? Il va falloir faire ces efforts-là ? D'abord, je crois que Pierre Moscovici a raison de sonner l'alerte sur la dette, et je le fais avec lui ce matin. Alors, sur les chiffres, on verra exactement. Je précise que quand on parle de 10 milliards, 20 milliards, 50 milliards, en général, c'est une moindre augmentation des dépenses. Il ne s'agit pas d'aller baisser globalement les dépenses, de faire de l'austérité. On ne fait pas de l'austérité en France. C'était ma relance. Est-ce qu'on va tomber dans l'austérité ? Non, il s'agit de contrôler l'augmentation des dépenses. Mais il faut quand même dire les ordres de grandeur, parce que 50 milliards, c'est pas rien. Le budget de l'armée, c'est 47 milliards. Voilà, vous avez raison, mais... Une fois le chiffre de 50 milliards, ça c'est le calcul de la Cour des comptes, je crois qu'on verra. Mais il faut regarder la photo, notamment par rapport aux autres pays européens. On fait un peu mieux sur la croissance, là, aujourd'hui, mais il n'y a pas encore assez de croissance. Il faudra faire des réformes pour l'emploi, la transformation écologique, etc. En revanche, sur la dette ? Mais sur la dette, on fait moins bien que les autres. Là, il n'y a aucun doute, malheureusement. On est à plus de 110% de dette publique. C'est beaucoup plus que la moyenne européenne. C'est presque 2 fois plus que l'Allemagne. Et ça, si vous me permettez, c'est une bombe à retardement potentiel que nous laissons aux générations suivantes. Et avant même de parler des générations suivantes, ça nous coûte de plus en plus cher. La charge de la dette. Chapuis, vous releviez que 47 milliards, c'est le budget de la défense. Eh bien, il se trouve que l'augmentation de la charge de la dette, des intérêts, ça va être à peu près ça. Donc ça veut dire que chaque année, on paye en intérêt à peu près ce qu'on paye pour nos armées. Bon, je vais vous donner les chiffres. En 2020, on était à un peu moins de 30 milliards de charges d'intérêt sur la dette.
en 2027, 7 ans plus tard, c'est dans pas très longtemps, c'est dans 3 ans, on devrait être autour de 80 milliards. Vous voyez, on retrouve ces 50 milliards de différence. Donc, tout cet argent que nous payons sur la dette, c'est autant que nous ne pouvons pas dépenser pour notre sécurité et la défense, pour l'éducation, pour le climat et les investissements d'avenir. D'accord, mais donc, il est temps de s'en occuper très sérieusement. Et ça veut dire mieux maîtriser l'augmentation des dépenses. Vous savez, moi, je crois profondément au modèle social européen qui nous réunit avec nos pays voisins. Le problème de la France, c'est que ce modèle social nous coûte beaucoup plus cher que chez nos voisins. 50% de dépenses sociales. Donc, on peut être plus efficace sur les dépenses publiques. 50% de dépenses sociales, est-ce que ça veut dire que le système français est trop généreux ? Je crois que ça veut dire surtout qu'il faut qu'on se compare avec les autres pays européens qui, encore une fois, ont un modèle assez proche du nôtre. Je ne suis pas en train de parler des États-Unis ou de pays émergents. Moi, je crois au service public, je crois à la solidarité, je crois à la protection sociale. Comment ça se fait, pardon de le dire très directement, qu'en France, le total de ces dépenses nous coûte à peu près 55% de notre production économique, notre PIB, alors que dans les pays voisins, il coûte moins de 50%, 46 ou 47%. Ça veut dire quoi, il y a une mauvaise gestion ? Regardez ce qui marche mieux chez les autres. Il y a un débat d'ailleurs dans cette conjoncture. J'insiste, comme on a cette reprise économique, je crois que c'est le moment de freiner un peu l'augmentation des dépenses publiques sans peser exagérément sur l'activité. Il n'y aura pas d'effet récessif d'un effort de ce type. Parce qu'il y a les dépenses, mais il y a aussi les recettes. Il y a un débat en ce moment. Le gouvernement, lui, se refuse d'augmenter les impôts parce que notre taux de prélèvement obligatoire il est de 47%. En revanche, on ne va pas vous demander si vous êtes pour ou contre l'augmentation des impôts, mais est-ce que ça peut avoir un effet sur la reprise que vous ressentez si le gouvernement augmentait les impôts ? Alors la Banque de France n'est pas en charge de la fiscalité, heureusement, parce que c'est un sujet compliqué. Mais moi, je vais dire quelque chose, si vous voulez bien, de sagesse paysanne. Je pense qu'avant d'envisager de monter les impôts, il faudra voir. Mais la sagesse, ça serait de ne pas les baisser. Parce qu'on nous parle de nouvelles baisses d'impôts. 2 milliards l'année prochaine oui, de baisses d'impôts pour les classes moyennes. Ou des impôts sur les entreprises. À chaque fois, évidemment, les contribuables préféreraient qu'on baisse les impôts. Mais dans la situation où on est, je pense que la stabilité fiscale, ni baisse ni hausse, pour commencer, serait une idée assez neuve en France. Parce qu'en France, nous touchons à l'impôt tout le temps. Au passage, c'est très compliqué d'ailleurs pour ceux qui le payent, parce que les règles changent tout le temps. La stabilité fiscale, ça serait une idée neuve en France et assez sage. Donc on ne baisse pas les impôts pour les classes moyennes, les 2 milliards en question. On ne baisse pas aussi les impôts pour les entreprises, ce qui est prévu. Et ça a été lissé en plus. Je redis que ce n'est pas la Banque de France qui décide. Oui, nous sommes en mais vous avez donné votre avis. Le gouvernement et le Parlement. Alain Minc, lui, propose d'agir sur la TVA. La TVA qui est payée par tout le monde dès qu'on fait un achat. Il dit si on l'augmente un tout petit peu, on n'a plus de problème de dette puisqu'on va aller assez vite à la rembourser. Encore une fois, ce débat ne relève pas de nous. Je relève simplement que si on augmente la TVA, ça fait plus d'inflation et moins de pouvoir d'achat pour les Français. Donc c'est assez contradictoire avec ce que nous nous disions dans la première partie de l'entretien. François Villeroy de Galhau avec nous jusqu'à 9h, le gouverneur de la Banque de France qu'on retrouve juste après le fil info. Il est 8h50, Mathilde Romagnan. La mortalité infantile au plus bas en 2022 selon l'ONU. Dans le monde, la mortalité des enfants de moins de 5 ans est enfin passée sous la barre des 5 millions. Les Nations Unies soulignent des progrès dans la sécurité des accouchements et dans la vaccination des plus jeunes. Progrès qui restent précaires d'après l'ONU. Après le vote de l'Assemblée nationale en faveur de la stratégie française d'aide à l'Ukraine, Emmanuel Macron s'exprimera sur le sujet demain soir. Le chef de l'État le fera dans le journal de 20h de TF1 et France 2. Washington a débloqué une nouvelle aide militaire en faveur de l'Ukraine, 300 millions de dollars, loin des 60 milliards réclamés par le président américain Joe Biden. Elle est censée, cette aide, donner à Kiev le minimum nécessaire face à certains besoins urgents, selon la Maison-Blanche. Le football, le FC Barcelone et Arsenal se sont qualifiés hier soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et puis ce soir, c'est le dernier quart de finale de la Coupe de France. PSG Nice, coup d'envoi à 21h10. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, c'est votre institution qui recommande chaque année au ministre de l'économie les taux d'intérêt du livret A. On remarque que les Français restent des cigales, ils continuent d'épargner autant. Oui, il y a eu une très forte poussée de l'épargne. Souvenez-vous, au moment du Covid, c'était ce qu'on appelait l'épargne forcée, parce que les revenus étaient maintenus et puis on pouvait moins consommer. Ce taux d'épargne est un peu redescendu aujourd'hui, mais c'est vrai, on n'est pas revenu au niveau de taux d'épargne qui était pré-Covid. Pour donner des ordres de grandeur,
en moyenne, hein, parce que ça dépend beaucoup évidemment de la situation de revenus des personnes, mais on était à plus de 20% de taux d'épargne au moment du Covid. Et pré-Covid, c'est à peu près 15%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui dort aujourd'hui en France ? Aujourd'hui, on est entre les deux. Alors nous prévoyons que ce taux d'épargne va continuer à baisser et ça devrait aussi soutenir la consommation. Maintenant, le taux d'épargne, c'est très difficile à prévoir parce que ça dépend aussi de variables psychologiques comme la confiance. Il y a l'environnement géopolitique et il faut reconnaître qu'il est tout à fait inquiétant. Il y a aussi la situation de l'emploi. On n'en a pas parlé jusque-là. Je souligne que sur l'emploi, la France a fait des vrais progrès depuis 10 ans, hein, depuis le pacte de compétitivité et puis d'autres réformes depuis. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand il y avait le précédent ralentissement économique, après 2012, le taux de chômage était à plus de 10%. Là, on est entre 7 et 8. Oui, mais on sent qu'on ne va pas atteindre le plein emploi. Hein. Vous avez raison, ça remonte un petit peu. Alors, la question que vous venez de poser sur le plein emploi est très importante. On ne va sans doute pas atteindre le plein emploi en 2027 à cause de ce ralentissement économique lié lui-même à l'invasion russe en Ukraine. Et pourtant, c'est l'objectif affiché par Emmanuel Macron. Pour autant, je voudrais souligner, je crois que c'est très important qu'on garde ce cap du plein emploi. Bon, évidemment, je ne veux pas être naïf, on parle de 2027 parce que c'est une année d'échéance électorale. Mais il faut regarder au-delà de ça. Je crois que ce cap du plein emploi, c'est-à-dire en gros un taux de chômage autour de 5%, nous pouvons l'atteindre dans la décennie. Et c'est extrêmement important de garder ce cap. Hein. Poursuivons nos progressions d'emploi parce que ça changerait tout sur le plan de la cohésion sociale, bien sûr, mais aussi du pouvoir d'achat et de la capacité de croissance. En parlant d'épargne, juste avant, le livret A, le LDDS, ce sont les placements préférés des Français. Et le Sénat vient d'adopter la possibilité de flécher une partie de cet argent vers l'industrie de la défense. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je veux peut-être un tout petit peu relativiser ce débat hein, qui suscite beaucoup de passion des deux côtés. Il y a les pros et les antis. Bon, d'abord pour dire qu'évidemment, nos industries de défense doivent être financées. Il n'y a jamais eu, alors de la part de la Banque de France ou de quiconque, l'idée que les banques ne devaient pas prêter aux industries de défense, et encore plus aujourd'hui avec les menaces sur notre sécurité. Est-ce qu'on doit piocher dans l'épargne des Français ? Il se trouve que dans le livret A, alors d'abord, il n'y a pas que le livret A pour financer les industries. Il y a tous les prêts des banques, les dépôts des Français, etc. Mais dans le livret A, il y en a une bonne part qui est pour les PME, y compris les PME de la défense. Hein. Alors s'il fallait afficher encore plus cette priorité, pourquoi pas ? Mais je crois que ce débat a peut-être une part symbolique que je respecte, encore plus que réellement économique. Juste d'un mot, les Jeux Olympiques dans 4 mois, est-ce qu'ils auront un effet positif sur l'économie française ou alors est-ce que c'est complètement marginal ? Bon, d'abord, ça va être un événement formidable. Moi, je ne suis pas très sportif personnellement en termes de pratique, mais j'adore regarder le sport. Je pense que la plupart des gens le sont. Moi, le monde entier qui vient en France, pas seulement à Paris, qui va voir la beauté de notre pays, qui va voir le génie français, pardon de le dire comme ça, c'est pas un effet économique, mais moi je m'en réjouis beaucoup. Sur l'effet économique, on est prudent, ça sera sans doute bon pour l'activité touristique. Maintenant, je ne peux pas vous dire que ça change significativement la prévision. Je vous pose la question parce qu'à Londres en 2012, derrière, le Royaume-Uni s'en était plutôt bien sorti. On a tous le souvenir aussi des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, et puis quelques années plus tard, cette terrible crise de l'endettement de la Grèce. Oui. Alors, le cas de la Grèce était très particulier. Je pense que l'effet économique, encore une fois, l'effet psychologique, émotionnel, il est formidable. Et réjouissons-nous des Jeux. L'effet économique, il sera peut-être un peu plus différé. C'est que si l'image de la France s'améliore encore auprès du monde entier et des Européens, on devrait en bénéficier en termes d'investissement. Au passage, ça peut être l'occasion de regagner un peu de confiance en nous, parce que, certes, nous avons pas mal de problèmes, mais enfin, nous avons aussi, nous, Français et nous, Européens, beaucoup d'atouts. Donc cessons un peu les lamentations et l'autoflagellation et voyons la fierté française. J'ai une dernière question, François Villeroy de Galhau, sur un produit, j'allais dire une monnaie, oui c'est une monnaie, le Bitcoin. Non, c'est pas une monnaie, mais allez-y. Crypto-monnaie, bon allons-y. En tout cas, un produit, un prix du Bitcoin qui a bondi de près de 70% depuis le mois de janvier. Il n'y a pas tellement de produits financiers qui ont ces performances. Comment est-ce que vous expliquez cette envolée spectaculaire ? Bon, il y a une part très spéculative dans le Bitcoin, souvenez-vous. Il y a 18 mois, il y a eu des baisses très spectaculaires au moment où des plateformes de vente de Bitcoin faisaient faillite. Aujourd'hui, il y a une hausse très forte. Je crois qu'il est possible d'investir en Bitcoin, mais c'est mon devoir de dire que ça reste un produit très risqué et donc soumis ou réservé aux investisseurs avisés et très informés. Dans le Bitcoin, il peut y avoir le pire et le meilleur. Le meilleur, c'est la technologie. Je crois que la technologie, nous allons l'utiliser aussi pour les produits de la Banque centrale, peut-être un euro numérique. Le pire, ça peut être l'utilisation anti-blanchiment, enfin l'utilisation pour le blanchiment, l'Internet,
l'Internet noir, etc. Et là, nous mettons en place des réglementations très strictes pour éviter le détournement de ce que nous appelons des crypto-actifs, pas crypto-monnaies, parce que la caractéristique d'une monnaie, c'est qu'elle est acceptée partout comme moyen de paiement, et puis qu'elle a une valeur assez stable, donc quelqu'un est responsable. Ce qui n'est pas le cas du Bitcoin. Je suis responsable avec Christine Lagarde, avec les autres gouverneurs de la valeur de l'euro. Le Bitcoin, quand il fluctue, personne n'est responsable. Donc ce n'est pas un concurrent de l'euro, le Bitcoin? C'est absolument pas un concurrent de l'euro. Ça peut être un actif très spéculatif pour des investisseurs avisés. Et ça reste le Far West? Non, c'est de un Far West mieux réglementé, mais voilà, il y a des tas d'autres opportunités d'investissement, dont d'ailleurs les actions et les fonds propres des entreprises. Là, je crois que c'est l'intérêt des Français d'investir, parce que c'est ça le rendement le plus sûr dans la durée, et c'est ça qui nous permet de financer l'innovation, la transition climatique ou la transition numérique. C'est ça maintenant qu'il faut faire. Vous savez, je reviens sur cette idée. L'inflation est en train de diminuer, donc la mer se retire d'une certaine façon. On voit apparaître les gros rochers des problèmes plus durables à long terme de l'économie française. Essayons d'allonger l'horizon et de financer notamment ces deux grands défis qui sont la transition climatique et la transition numérique. Merci beaucoup François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, invité du 8h30 France Info ce matin. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, les informer dans 5 minutes, le programme. On revient sur le débat houleux et un vote dont on peut tirer les leçons. Les députés ont approuvé hier soir le soutien de l'Ukraine par la France. Comment interpréter les positions du Rassemblement national et celles de la France insoumise? On en parle donc dans un instant avec Renaud Dely et ses informés. A tout de suite sur France Info.